Personnage en personne par Charles Dantzig. Auteur Sophocle, dramaturge, fonctionnaire officiel d'Athènes, où il a notamment été 2 fois stratège auprès de Périclès, 496 ou 495, 406 avant notre ère, natif de Colonne. Œuvre Antigone, 442. Personnage Antigone. Adaptation nombreuse dans la tragédie européenne par Robert Garnier en 1580 ou Jean de Rotrou en 1637, jusqu'à Jean Cocteau en 1922 où il est à noter qu'Antonin Artaud interprétait le rôle de Tirésias et à Bertolt Brecht en 1948 au cinéma, d'après cette version Brecht, par Straub et Huillet en 1991. Édipe, roi de Thèbes, a 4 enfants de la sœur de Créon, 2 filles, Antigone et Ismène, 2 garçons, Théocle et Polynice. À sa mort, les 2 garçons se partagent une royauté alternée, mais Polynice ne respecte pas le pacte, provoque une guerre contre sa propre patrie, Thèbes, et meurt, ainsi que son frère. Créon, devenu roi, interdit qu'on enterre Polynice comme traître à la patrie. Antigone désobéit à cet ordre, c'est l'objet de la pièce de Sophocle qui porte son nom. Et il semble très probable que, loin de l'avoir extraite du coffre à légendes nommé Mythologie, Sophocle ait inventé le personnage d'Antigone et aussi cette situation de révolte contre Créon. Il a repris le personnage 17 ans plus tard dans Édipe roi, où Antigone accompagne son père aveugle sur les routes. On nous a tellement répété en cours de français, en cours de droit, en cours de tout, qu'Antigone est l'héroïne de la résistance, celle du droit sacré de la famille contre le pouvoir abusif de l'État, que c'est devenu un lieu commun. Et comme tout lieu commun, il est abusif. Dans la pièce de Sophocle, Créon est bien autre chose que le simple pouvoir d'État et Antigone que la Colomba qu'elle paraît être de loin. Alors qu'Euripide est rempli de tirades exprimant des idées générales, il n'y en a pas une chez Sophocle. Cela ne veut pas dire qu'il en soit dépourvu, mais qu'il ne les exprime pas par des discours. Ces personnages sont des personnages, pas des marionnettes, et à nous de nous débrouiller avec eux, comme nous faisons avec les personnes. Ce qu'il veut faire n'est pas une démonstration, mais une pièce de théâtre. Et quelle pièce, d'une rapidité extraordinaire, d'une subtilité bien plus grande que le cours de morale qu'on nous disait qu'elle est, où l'auteur nous amène avec la fermeté du génie vers une conclusion fatale. Qui est Antigone ? Pour en parler, je reçois Xavier Darcos de l'Académie française, chancelier de l'Institut de France, auteur de nombreux livres sur l'Antiquité, le plus récent étant Virgile, notre vigie, chez Fayard. Xavier Darcos, les premiers mots d'Antigone dans la pièce pourraient presque nous choquer, nous qui sommes d'un pays pratiquant le droit du sol. Elle dit à sa sœur Ismène « Tu es mon sang, ma sœur ». Oui, c'est pas si mal parce que, en fait, Antigone, elle se réfère à des valeurs qui sont des valeurs très instinctives, qui sont celles de sa famille, de ses frères, de son domaine privé, de ce qu'elle ressent sur le plan de sa sensibilité propre, de l'étonnement qu'elle est à elle-même d'ailleurs dans ce qu'elle fait, elle se surprend elle-même de sa force, et donc cette manière de se placer dans un contexte qui est hors loi au fond, enfin hors la norme. Tu es mon sang, ma sœur, et non pas tu es quelqu'un pour qui j'ai des devoirs, ou je suis la fille d'eux, ou je suis la... Cette approche était en effet peut-être une des clés du texte. Plusieurs fois, le chœur d'ailleurs, dans cette magnifique tragédie, le chœur réfléchit à ce qu'est la nature humaine. Très peu au fond à ce qu'est la nature politique, contrairement à ce que montre par exemple la pièce d'Anouilh, où la pièce est quand même beaucoup ramenée vers le conflit entre le politique et le privé. Les chœurs disent tout au contraire une méditation sur la chose tout à fait incroyable qu'est la nature humaine, ses ressorts, ses sentiments, cette capacité qu'a l'homme de se projeter au-delà de lui-même. Il y a tout un chœur où on passe en revue ce que les hommes font au-delà d'eux-mêmes. Ils portent sur les mers, ils rêvent de la lune, ils triomphent sur la nature, ils sont capables de créer des choses merveilleuses sur le plan artistique, ils sont capables du pire aussi. Et il dit, comme la nature humaine est une chose incroyable, admirable, bizarre, deinon on dit en grec, je ne sais pas trop comment il faut le traduire, à la fois fascinante et inquiétante. Alors Antigone a l'orgueil de l'intransigeance. On dirait même qu'elle s'y enferme. Elle dit « Créon nous aurait défendu à toi comme à moi ». Elle parle à sa sœur « à moi ». Et ce moi indigné révèle vraiment son orgueil,
à tel point que un peu plus tard, elle dit que si elle est punie pour avoir enterré son frère, elle reposera près de lui saintement criminelle. Oui. Très joli oxymore. En tous les cas, ce que l'on retient, c'est que cette tragédie est une tragédie des oppositions, des conflits. Le premier, nous l'avons déjà dit, vous l'avez exprimé dans votre présentation, c'est le conflit entre l'ordre de la morale privée et l'ordre de la cité. L'oikos, c'est-à-dire la maison, et la police, la ville. Bon, c'est ce conflit qui est permanent, et qui est le fond, au fond de la question. Et puis l'autre, évidemment, c'est entre l'éthique et la politique, qui est le sujet clé sur lequel vous avez d'ailleurs fait votre ouverture. C'est-à-dire, est-ce que les valeurs morales que je sens en moi, que sent la personne en elle, peuvent se conjuguer avec l'ordre politique? Eh bien, il n'est pas certain que ce soit possible. C'est toute la question est là. Oui, un des premiers mots qu'elle prononce après ce que nous avons dit en ouverture, c'est aussi le chef. Et elle s'oppose au chef. Et c'est un des nœuds de la pièce, cette lutte contre la chefferie. Il y a chez elle, évidemment, cette idée d'une révolte, d'une insurrection contre l'ordre des adultes, contre l'ordre politique, contre toute autorité, somme toute. Et du coup, je crois que c'est George Steiner qui avait écrit un long livre qui s'appelait Les Antigones, où il montrait qu'au fond, les diverses versions d'Antigone revenaient toujours quand même à cette sorte de juvénilité insoumise, ce mélange d'innocence de la jeunesse et en même temps cette bouche de vérité qu'est l'enfance. Donc c'est parce qu'elle est insoumise qu'elle dit la vérité, et c'est parce qu'elle est jeune qu'elle est insoumise. Une sorte de recherche de l'écho sonore parfait de l'innocence qui dit la vérité et qui ne se soumet pas. Est-ce que vous ne diriez pas, Xavier Darcos, que d'une certaine façon, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Antigone n'est pas du tout une anarchiste, parce qu'au contraire, elle se fonde sur un droit très ancien, alors que d'une certaine façon, lui, Créon, serait moderne. Il défie des coutumes. Ce paradoxe me paraît bien fondé. En tous les cas, c'est vrai que ce que demande Antigone, c'est un respect de rite, à savoir qu'un corps doit être enterré, pour qu'il puisse reposer en paix, qui renvoie quand même beaucoup plus à la croyance, à la crédibilité, à l'ordre du sacré qu'à l'ordre de la raison. Et de ce point de vue-là, le cynisme de Créon est sans doute plus moderne. Tout ça a-t-il tellement d'importance? Et ce cynisme-là, hélas, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, il est en effet assez moderne venant de la bouche d'un politique. Alors, contre l'ivresse du devoir qu'éprouve Antigone, il y a donc l'ivresse du pouvoir de Créon. Et si elle est orgueilleuse, lui me semble très vaniteux. Il y a beaucoup de répliques où il dit « Il y a dans cette ville des hommes qui murmurent contre moi. Ils ne savent pas se résigner à m'obéir. » Et il revient tellement sur cette obéissance qu'on lui doit, lui en tant que personne, qu'on finit par se demander s'il est si sûr de lui et de sa légitimité. C'est pas le personnage le plus sympathique de la pièce, Créon. Et donc, il y a dans cette manière de parler de soi, il y a une sorte d'orgueil sans doute, mais enfin plutôt de rappel à la loi qui fait que peut-être lui-même est fragile, peut-être lui-même a-t-il des doutes, mais enfin bref, c'est lui qui commande quand même, c'est ça. C'est plutôt, il se sent en quelque sorte obligé de rappeler régulièrement sa légitimité politique, parce que peut-être sa légitimité morale ou son droit à condamner cette jeune femme est fragile au fond de lui-même. Il le sent comme une fragilité. D'où d'ailleurs ce que nous disions au départ, c'est que la pièce Antigone, c'est une pièce sur la fragilité humaine. Aucun n'est entier. C'est la fragilité, évidemment, devenue puissance à travers l'incroyable courage d'Antigone, mais c'est aussi la fragilité de Créon lui-même qui est tiraillé, tout en faisant semblant d'être sûr de son fait. Et d'ailleurs, il agite la menace qu'agitent souvent les gouvernants qui n'ont plus de prise. Il dit c'est l'anarchie. Et d'ailleurs, c'est une question qui me vient. Vous êtes les deux ou vous avez été les deux, Xavier Darcos. Vous êtes un homme de savoir et vous avez été un homme de pouvoir. Oui. Est-ce que, alors évidemment, vous étiez principalement ministre de l'Éducation nationale. C'est pas comme être un chef d'État ou de gouvernement. Est-ce que vous avez éprouvé ce conflit entre le savoir et le pouvoir dans l'exercice de votre
métier. Je ne sais pas si on dit métier pour un ministre. Non, mais je crois que tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se sont trouvés en responsabilité politique en sentent la fragilité. D'abord parce qu'immédiatement eux-mêmes, ils sont, surtout aujourd'hui, ils sont culpabilisés d'être politiques. On leur rappelle sans arrêt et que leur mission ne correspond peut-être pas à leur nature, qu'ils sont doubles au fond. Combien de fois ai-je entendu dire, mais enfin, comment vous pouvez dire des choses pareilles, comment vous acceptez que, bon, comme si on était dans une schizophrénie dès lors qu'on était à la responsabilité politique. Tout simplement parce que ceux qui disent ça ne comprennent pas que l'ordre de la vie privée, l'ordre des désirs, l'ordre du rêve, l'ordre de l'ambition individuelle n'est pas le même ordre que l'ordre du collectif qui appelle à des décisions collectives. Et l'homme public, l'homme politique est conduit à penser collectif. Alors, pour en revenir à la pièce de Sophocle, il y a dans cette pièce un personnage de garde que je trouve d'ailleurs presque comique par ses hésitations et sa balourdise. On a parfois une idée de la tragédie antique un peu altière et d'ailleurs Euripide est là pour nous rappeler qu'il peut y avoir des tragédies qui étaient aussi comiques. Et ce garde vient dire à Créon qu'il a capturé Antigone. Il avait déterré Polynice qu'Antigone avait précédemment enterrée. Elle est revenue et voyant le cadavre, elle pousse, dit-il avec une image que je trouve splendide, des cris perçants d'oiseaux qui se désolent à la vue du nid vide où manquent ses petits. Et ça, c'est le cri de la tragédie, non ? Alors, comme toujours dans les tragédies classiques, c'est vrai chez les trois grands tragiques, hein, soit le cœur, le coryphée, soit un personnage secondaire, sont en quelque sorte les porte-voix du sens profond du tragique. Ils viennent le répéter sans arrêt, ils font des commentaires. Et ici, ce garde un peu dérisoire, en effet, qui doit être un garde, c'est-à-dire un homme simple, il est tellement désemparé, il voit tellement avec les yeux de la simplicité d'un homme simple et frustre qu'il dit le cœur de ce qui est là en jeu, c'est-à-dire le malheur, le destin, qu'il voit très bien et qu'il montre du doigt en fait. Et alors c'est à ce moment-là que Créon décide d'enfermer Antigone dans un lieu délaissé, creusé dans un rocher, avec juste ce qu'il faut de nourriture. C'est là qu'on voit la pointe de cynisme absolu. Et il ajoute « On verra si les dieux la pourvoient en nourriture ». Et c'est à ce moment-là, pour moi c'est vraiment la pointe de la pièce, qu'on se demande si la pièce de Sophocle n'est pas l'opposition de deux fanatismes. La condamnation, le supplice qui est choisi, était enterré vivant avec quelques temps de survie, c'est inscrit aussi dans la mythologie antique. C'est une des condamnations possibles d'être enterré vivant, enfin d'être en quelque sorte jeté hors du monde. Mais vous dites que c'est la pointe du tragique, c'est aussi le condensé de ce qui est une vie, c'est-à-dire qu'on va, au fond, le tragique, c'est la certitude de la fin. Ce type de condamnation, je prends une jeune femme, je la mure, je l'enferme dans un trou, lui laissant un peu de quoi se sustenter quelques heures ou quelques jours, je condense, je résume, j'abrège ce qui est la condition tragique de toute une vie. Je fais vivre une vie en accéléré, en quelque sorte. Et c'est peut-être pour ça que ce supplice terrible, d'ailleurs, et qui va en plus réussir, puisqu'elle va y mourir, ce supplice nous paraît si terrible. Je parlais de fanatisme parce que c'est à ce moment-là qu'Antigone a la phrase la plus dure qu'elle est à mon sens de la pièce, et « Je suis certaine de plaire à ceux à qui je dois plaire avant tout ». Et elle parle des morts. Ouais, donc elle est du côté des morts. Oui, elle est du côté des morts. Elle les a défendus jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est le mot fanatisme, c'est le bon ? Oui, sans doute. Il y a dans tous les cas une forme d'obscurantisme, en tous les cas, ou plutôt de jusqu'au boutisme, dans les deux cas. Ce qui est le propre du tragique, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de conciliation que les choses sont tragiques. On voit à quel point, d'ailleurs, de ce point de vue, la réflexion tragique sur les relations interpersonnelles en cas de conflit est terriblement injuste. Elle touche au cœur même, d'ailleurs, de tous les conflits qui ont marqué le destin de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été si terribles que lorsque de part et d'autre, on était certain d'avoir raison. Lorsque tout était irréconciliable, guerre de religion, que sais-je. Et donc, une fois encore, vous comme moi, chercheurs Danzig, nous aimons la tragédie parce que nous pensons qu'elle nous parle d'aujourd'hui, évidemment.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire interpréter le rôle d'Antigone par une jeune fille musulmane des banlieues qui s'opposerait au maire de sa ville qui ne voudrait pas qu'elle porte un voile, par exemple, un voile intégral? Oui, nous sommes tout à fait dans cet ordre-là. On est dans cette espèce d'incompréhension mutuelle qui oblige à s'enfermer petit à petit dans des postures encore plus fortes pour se défendre et qui éloignent petit à petit les points de vue et les cristallisent, les durcissent et les rendent irréconciliables. Ça me vient sur le champ. Alors peut-être j'ai tort, mais vous allez me dire si j'ai raison, Xavier Darcos. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce sens-là que la tragédie est une crispation et que la comédie est une détente? C'est ce qu'on a souvent pensé, en tous les cas. Toutes les théories extrêmement variées sur l'origine de la tragédie, sur lesquelles nous n'aurions pas le temps de nous pencher ici, et qui sont d'ailleurs toujours en discussion, l'opposent à la comédie, qui est le moment où tout le monde se lâche. La comédie, on la tire vers le carnaval, vers la fête collective, vers le côté bacchanal, soupape de sécurité du Mardi Gras, que ça, tout le monde se défoule. Et ensuite, une fois qu'on a manifesté tous ces péchés, sa détente, on va chercher un bouc émissaire à qui on va projeter toute cette débauche, tous ces excès, et on va le tuer, on va se purifier en quelque sorte. Donc évidemment, il y a exactement le système binaire que vous décrivez, de quelque manière d'ailleurs qu'on interprète, mais dans le mot tragédie, il y a bien le Trax-Tragos, la chèvre, il y a bien l'idée d'un sacrifice final qui s'oppose à cette détente dont vous parlez. Nous allons entendre un extrait de l'Antigone de Jean Cocteau, diffusé le 7 juillet 1954 sur la chaîne nationale. Antigone est interprétée par Éléonore Hirth. Citoyens de ma patrie, regardez-moi. Je commence mon dernier voyage et je regarde une dernière fois la lumière du soleil. Le dieu infernal va me prendre vivante, sans que je connaisse le mariage, sans que les chants du mariage répètent mon nom. C'est la mort qui m'épouse. Tu mourras donc sans être malade, sans blessure, libre, vierge, vivante, célèbre, seule entre les mortels, tu entreras chez Pluton. J'ai entendu raconter la mort de la fille de Tantale. Au sommet du Sipile, elle sentit tout à coup le rocher la prendre et pousser autour d'elle comme un lierre dur. Et maintenant la neige la recouvre, et ses larmes glaciales coulent du haut en bas. Voilà mon lit, voilà les caresses qui m'attendent. Oui, mais nous sommes de pauvres humains, et elle était déesse et fille de Dieu. En somme, c'est pour toi, simple mortel, une grande consolation que d'avoir le sort d'une divinité. Moquez-vous de moi, c'est bien le moment, je vous le conseille. Ils n'attendent même pas que je disparaisse. Ah, Thèbes! Ah, ma ville aux belles voitures! Voyez comment on me pousse en riant vers un trou sans nom, car je ne vais ni chez les hommes, ni chez les ombres, ni chez les vivants, ni chez les morts. Xavier Darcos, il reste un personnage très important dans la pièce de Sophocle, c'est le fils de Créon, Aimon, qui doit épouser Antigone. Et c'est un jeune homme courageux lui aussi, car il n'hésite pas à dire à son père la phrase suivante: « Il peut exister une autre voie juste », et il ajoute même « Va, ne laisse pas régner seul en ton âme l'idée que la vérité est ce que tu dis ». Oui, alors Aimon, il dit exactement, il est dans la situation impossible, puisque nous venons de dire que la tragédie, c'était deux points de vue irréconciliables. Il est dans l'entre-deux, dans l'intermédiaire. Il n'arrête pas de dire: il y a d'autres champs à labourer, dit-il à un moment à son père. Il cherche des solutions intermédiaires. Il est d'ailleurs dans l'entre-deux, puisqu'il est le fils de l'un et le fiancé de l'autre. Donc, il est tout le temps en train de croire que le monde n'est pas tragique, au fond. Voilà. Et donc, sa médiation est vouée à l'échec, qu'on le veuille ou non. Parce que sinon, ça ne serait pas une tragédie, ça serait un conflit des générations, ça serait un vaudeville qui s'arrange, ça serait un drame bourgeois. Bon. Et donc, Aimon est condamné à ce que ça ne marche pas, au fond. Il se rend compte assez vite, somme toute. Au début, son père le renvoie à sa jeunesse. Il dit: tout ça, c'est parce que tu n'y comprends rien, tu es trop jeune, tu ne comprends pas des enjeux. Voilà. Et puis, Antigone lui dit un peu la même chose. Il dit: comment tu ne vas pas être du côté de ce pouvoir, tu ne sais pas m'aimer, au fond. Donc les deux
le renvoie à cette fragilité, et finalement il se rend compte au fond que cette fragilité est réelle et qu'elle n'est pas susceptible de régler le conflit. Et donc lui aussi, c'est comme ça qu'il devient un personnage tragique. Parce qu'il a refusé de croire à la tragédie, parce qu'il a essayé d'être un médiateur, et finalement, il va ainsi se faire écraser comme les autres dans ce conflit qu'il dépasse. Oui, il a cru à quelque chose qui est impossible dans la tragédie, qui est la raison. Voilà. Ou la réconciliation, ou l'arrangement, enfin la combine. Mais non, là, on est dans des positions qui sont trop irréconciliables, et il n'y a pas de médiation possible. Alors Créon est prévenu de toutes parts, non seulement par son fils, mais aussi par le devin Tirésias qui vient le prévenir que la ville de Thèbes souffre, est en désaccord avec lui, et que tout ça vient, il le dit, de sa volonté. Et Créon, très buté, sûr d'avoir raison, d'autant plus sûr d'avoir raison que tout le monde lui dit qu'il a tort, lui répond « Ah, vieillard, vous voilà donc tous attirés sur moi comme des archers sur une cible. » Et tout d'un coup, le persécuteur se dit persécuté. Oui. Alors, Tirésias, évidemment, c'est un devin. Il n'est pas seulement le porte-parole du peuple, mais c'est une figure de la divination qu'on retrouvera dans d'autres moments des tragédies grecques. Créon lui reproche, au fond, d'être la voix du peuple. Et de ce point de vue-là, d'affaiblir le pouvoir. Elle dit, ce qui se décide là, c'est le lieu du pouvoir, c'est qui commande. C'est la possibilité aussi, pour une décision telle, d'avoir un débat public. On n'imagine pas Créon organisant une grande agora en disant alors qui pense qu'il vaudrait mieux la tuer ou un peu ou pas beaucoup. Les généraux du droit du sang. Oui, c'est un truc comme ça. Bon, donc, en ce qu'il est porte-parole d'une volonté non structurée, il ne saurait emporter la décision. Je le répète, la question politique ici est une question de la décision. Et ce que propose Tirésias, c'est d'en débattre. C'est pas ça la question, c'est pas d'en discuter. Et d'ailleurs, au dernier moment, nous l'avons évoqué dans la première partie de l'émission, Créon recule finalement, dit qu'il renonce à sa décision, ce qui ne lui sert à rien, puisque Aimon va retrouver Antigone dans sa grotte, elle s'est pendue, et lui-même se retourne vers son père. Il y a une scène très très forte et très brève où il crache sur Créon, et ensuite se suicide. Parfaite tragédie, il faut qu'il ne reste personne, et surtout que les personnages les plus innocents soient ceux qui meurent le plus salement, finalement. Le dernier mot de Phèdre, dans Racine, c'est pureté. Rendre au jour qu'elle souillait toute sa pureté. C'est-à-dire que le contraste est absolu entre le personnage tragique et ce qu'il laisse une fois que les choses sont finies. La pureté du mal, en fait, qui est rendue visible par cette jeune fille pendue et par ce fils qui, devant son père, se suicide. Ce qui est assez beau dans cette pièce, et peut-être vous allez me le dire, caractéristique de cette tragédie dont Jacqueline de Romilly disait qu'elle avait inventé la démocratie, c'est que c'est aussi une pièce d'un pays de machos, la Grèce antique, de guerriers, écrite par un homme et un soldat, et qui donne toute la place à une résistante et à une femme. Alors Jacqueline de Romilly, là, comme vous dites, on vient de rééditer d'ailleurs chez De Fallois un grand nombre de réflexions qu'elle faisait sur la tragédie grecque, elle insiste beaucoup là-dessus. Elle était intéressée par l'idée que ce qui faisait la tragédie, c'était la voix des faibles, des supposés tels. Évidemment, Antigone est un très très bon exemple. Elle luttait contre cette idée relativement classique, au fond, que la tragédie, elle est cornélienne, en quelque sorte. C'est des grands types, très solides, des vaillants, des anciens guerriers qui subitement sont confrontés à une décision des dieux, à une fatalité, je ne sais quoi, qui les écrabouille, sans qu'ils aient rien vu venir. Bon. Elle a humanisé la lecture sur la tragédie grecque en insistant sur le fait que les moteurs principaux de ces tragédies étaient souvent des êtres que l'on pourrait considérer comme fragiles. C'est pas seulement un conflit des forces, c'est un conflit des personnages que l'on croyait faibles et qui deviennent destructeurs. C'est le plus petit commun dénominateur qui détruit l'ensemble du système. Pour finir, nous avons assez dit qu'Antigone était pour le moins obstinée, qu'elle est dure, qu'elle est sévère, mais elle a aussi cette phrase « Je suis de ceux qui aiment, non de ceux qui haïssent ». Ça paraît paradoxal, mais pourquoi ne pas la croire? Et au fond, moi je me demande, Xavier Darcos, si elle n'est pas amoureuse de Polynice,
dont elle parle tout le temps alors qu'elle ne parle jamais de son autre frère Éthéocle, qui évidemment lui est enterré, donc il y a moins de drame, mais quand même elle parle tout le temps de Polynice, et j'irais presque jusqu'à penser qu'elle est amoureuse de son frère mort parce qu'il a trahi. Alors là, vous me posez un peu une énigme. Oui, peut-être. En tout cas, il y a dans la tragédie grecque une passion entre frères et sœurs. C'est vrai, c'est vrai chez Électre tout de même. Là. Ce sont des moteurs très puissants, les filles, dans ces affaires. Elles sont les moteurs des frères. Je disais ça pour rebondir sur votre idée de faiblesse, c'est-à-dire qu'elle aime Polynice parce qu'il est traître et donc faible. Oui, un amour entre les faibles. Peut-être. En tous les cas, ce qui est vrai, c'est que après tout, le politique interdit que l'on enterre ici quelqu'un qui s'est révolté, que sais-je. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? À supposer que cet homme soit enterré, est-ce que la ville sombrerait? Non, bien sûr. Et donc, ce que voit Antigone, c'est qu'il y a là des lois, des règles, des règles du jeu qui n'ont pas de sens et qui ne correspondent pas au fond à la simple humanité. Et quand elle dit qu'elle est faite pour aimer plutôt que pour aimer, je pense que c'est ce qu'elle dit. Au fond, elle dit que tout ça est tout bêtement inhumain. Ça n'a pas de sens. Au fond, c'est l'absurdité du politique qu'elle voit plutôt que sa tyrannie. Xavier Darcos, ce que vous a appris le personnage d'Antigone? Pour donner une image, je pensais à elle à propos de Rosa Parks. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs comprennent tout de suite de qui il s'agit. C'est une jeune femme noire qui, un jour, a décidé de refuser de laisser sa place dans un bus aux États-Unis. Elle était tranquillement assise dans un bus. On dit, madame, il faut vous enlever parce que c'est une jeune fille noire. Il y a monsieur blanc qui veut s'asseoir. Elle dit, ben non. Et ça se passe en 1955. Quelques jours après, tout le monde se mêle de cette affaire. Les bus sont en grève dans tout le pays. Les bus de Montgomery ne vont pas marcher pendant près d'1 an et demi, tout de même. La Cour suprême s'en mêle, et jusqu'à ce que finalement on décide que oui, finalement, une jeune fille noire a le droit de s'asseoir dans un bus. Et ça va être le point de départ d'une multitude de manifestations des Afro-Américains, de débats au cours dans la Chambre des représentants des États-Unis, et en quelque sorte, c'est l'une des premières grandes manifestations du droit des Afro-Américains. Tout simplement parce qu'un jour, une jeune fille de 14 ans, 15 ans, a dit « Mais non, moi, monsieur, je reste assise dans mon bus. » Et donc là, on voit cette fragilité, cette petit geste fragile qui change le monde. Et plutôt que de voir Antigone comme un personnage politique, une insurgée, une Jeanne d'Arc, moi, je la vois plutôt comme portée par des valeurs qu'on pourrait appeler chrétiennes aujourd'hui, c'est-à-dire les humbles, les faibles, mais les obstinés, qui décèlent, qui détruisent, qui petit à petit fragilisent la puissance et l'injustice de la puissance.